Bonjour et bienvenue à l'émission Nos vétérans se racontent. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Luc Tremblay des Forces armées canadiennes qui a fait une carrière de 35 ans dans l'aviation comme opérateur électronique. Bonne émission. Alors bonjour, M. Luc Tremblay. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci Alain. M. Tremblay, une carrière de 35 ans dans l'aviation au Canada, c'est quand même pas rien, c'est une belle carrière. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a attiré comme ça dans l'aviation, dans les Forces armées canadiennes? D'un jeune âge, 15-16 ans, je suis rentré dans les cadets de l'air. L'escadron 846 de Dolbeau-Mistassini. Ouais. Et puis, j'ai fait 2 ans dans les cadets. Puis ça m'intéressait. Puis dès que j'ai fini mon secondaire, je suis rentré dans les Forces armées canadiennes. Le goût de l'aventure? Absolument. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, par après? Vous avez dû choisir un métier. Comment est-ce que vous êtes Oui, j'avais choisi un métier de spécialiste en communication. J'ai eu des affectations à Kingston, à Leitrim. Je suis allé à Alert pendant 6 mois. Ça, c'était au territoire du Nord-Ouest, où on faisait de l'écoute électronique, surtout contre les Russes. Dans ce métier-là, il fallait retourner à Alert quand même assez souvent, puis ça m'intéressait moins. Donc, j'ai décidé de faire un changement de métier. Et puis, je suis devenu un opérateur d'équipement électronique aéroporté. Ça, c'est le personnel navigant qui navigue sur les avions de patrouille maritime et puis des hélicoptères maritimes. Puis, aujourd'hui, on est rendu avec les drones puis des choses du genre. Quand vous parliez, vous m'avez dit d'écoute électronique vis-à-vis les Russes, que ça fonctionnait. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Vraiment, c'était la protection du territoire canadien, le 200 000 nautiques. S'il arrivait des bateaux ou des sous-marins à l'intérieur de ça, bien, on les traquait, puis on leur donnait des indications qu'on était là pour qu'ils retournent chez eux, hors de notre territoire. Puis, opérateur d'équipement, expliquez-nous un peu plus votre métier. C'est un métier quand même assez sensible. Sur un Aurora, il y avait 12 personnes sur un équipage normal, 2 pilotes, un mécanicien de bord en avant de l'avion. Puis après ça, on rit bien, mais les personnes intelligentes étaient en arrière, les chauffeurs de taxi en avant. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait avec ça? On avait des équipements très sophistiqués. Si tu regardes, ça c'était dans les années 80, on avait un ordinateur de 64 mégabytes, non gigabytes. C'était gros comme 3 frigidaires. Dans l'avion? Dans l'avion. Et puis, on était capable de faire de la surveillance sous l'eau et par-dessus l'eau et dans les airs, tous les 3, en utilisant des radars, des caméras infrarouges, électro-optiques aussi. Et puis, on avait un détecteur d'anomalies magnétiques qu'on appelait MAD, Magnetic Anomaly Detector. Donc, ce détecteur-là, quand on passait à basse altitude au-dessus d'un sous-marin, ça reconnaissait la masse ferroviaire du sous-marin. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Puis, on avait des sonobuoys, des écouteurs qu'on tirait de l'avion, ça descendait avec des petits parachutes, ça arrivait dans l'eau, batterie activée avec de l'eau salée, ça descendait à l'hydrophone dans l'eau à 100, 200 ou 500 pieds. Puis avec ça, on écoutait, selon le son du Doppler, là, si le sous-marin s'en vient vers l'écouteur ou se retirait de l'écouteur, on était capable de différencier avec les fréquences très précises et une analyse. Mais vous étiez à ce moment-là sur les côtes canadiennes, là. Vous n'étiez pas dans les terres. Là. Non, on était toujours du côté de l'eau. Puis, à quelle distance du Canada faites-vous vos pêcheries? La zone économique, c'est 200 000 nautiques. Donc, pour les pêcheries puis ces choses-là, c'est toujours la distance qu'on allait. Et puis, si on savait avec la coordination des autres pays, des Nations unies et puis de l'OTAN, qu'il arrivait quelqu'un qui allait rentrer dans notre zone, bien, on allait dans les eaux internationales pour être sûr et certain que les Russes ils savent qu'on était là.
Avez-vous des faits, un fait là, que vous avez vraiment été obligé de vous approcher puis d'avoir de l'aide pour... D'avoir de l'aide, j'en ai bien gros, là. Peut-être une expérience là, à partir de l'île de Vancouver sur la base de Comox. Quand j'étais à l'escadron 407 dans les années... fin des années 80, probablement entre 85 et 90, dans ce coin-là. Les Aurora, c'est un avion en 4 moteurs. De routine, on fermait un moteur, sauver de l'essence, sauver du carburant. Ça prenait notre endurance de 8h30 à peu près à 11h, en fermant un moteur. Fait qu'on volait routinement avec 3 moteurs seulement. Puis, il y a une journée qu'on est arrivé pour repartir le moteur, puis ça n'a pas reparti. Ouais. Fait que là, il nous restait 3 moteurs, donc il fallait calculer l'essence pour se retourner à la terre ferme. On était probablement à 700-800 000 en dehors de la côte. On a décidé de s'en retourner vers la maison, puis en retournant à la maison, on a perdu un deuxième moteur. Ah oui. Là, ça n'a pas pris de temps que les radios sont allumées, puis on a envoyé un Mayday tout de suite parce qu'on savait qu'on avait pas assez de carburant pour se rendre sur la côte à 2 moteurs. Parce que ça ralentit notre vitesse de croisière d'à peu près 400 nœuds à 260, 240, à peu près, dépendant du poids de l'avion. Fait qu'on savait qu'on avait pas assez de carburant pour se rendre. Ouais. À ce moment-là, on prévoit toujours se rapprocher le plus vite de la terre ferme. Ou d'un bateau, s'il y a des bateaux dans le coin, pour pouvoir être sûr que s'il faut aller à l'eau, parce que si on perd un moteur, c'est garanti qu'avec un moteur seulement, on se met dans l'eau, on fait un crash contrôlé. Et puis à ce moment-là, ben là, c'est des paniques d'urgence. C'est les appels qui sont faits. Il y a un Hercules de la Coast Guard, de la garde côtière américaine, qui est venu de Juneau en Alaska, qui est venu pour nous rencontrer, pour nous escorter. Puis dans une autre heure, là, on était encore sur 2 moteurs, puis on se rendait pas encore. Fait qu'on a décidé de descendre, juste au cas qu'il y ait de la glace dans un moteur, voir si on était capable de les repartir, un des deux. Et puis, à peu près 2h30 après, on se rapprochait de la côte. Le Hercule est arrivé à côté de nous. Et puis, on est descendu en bas de 8000 pieds, essayer d'avoir un petit peu de chaleur. Puis là, on est redescendu pratiquement à 2000 pieds parce que là, on se préparait à mettre l'avion dans l'eau parce qu'on avait de l'assistance à côté de nous. Et puis, le moteur a été capable de repartir. On a reparti un des moteurs. Ça fait qu'on était rendu à 3 moteurs. On est remonté à peu près à 10 000 pieds, puis on s'est rendu sur la côte. On a atterri à Elmendorf. Une bonne fin. Une bonne fin, oui. Mais 3 heures avec tout ton équipement d'urgence sur le dos, il te passe des choses dans la tête. Tu penses à ta famille, tu penses à bien des choses, parce que là, tu t'en vas dans l'océan Pacifique. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Vous avez des bonnes ententes avec les Américains, j'imagine? Toujours, ça va bien? toujours. Pour la protection puis l'entraide? Oui, absolument. Les eaux internationales, là, c'est pas un problème. Partout où je suis allé dans le monde, il y a toujours eu des Américains, puis des Australiens, la Nouvelle-Zélande, ainsi que des Britanniques. Là, vous m'avez dit, partout, vous êtes allé à travers le monde, vous avez sorti du Canada, vous avez fait des tours, des missions. Expliquez-nous un peu les endroits où vous êtes allés. Au début, j'ai eu, dans les années 90, il y a eu le conflit en Yougoslavie. Et puis, il y avait des sous-marins, eux autres, à Split. Donc, le sous-marin était très agressif, jusqu'au temps que les sous-marins soient... en fait, les équipages refusaient de retourner au travail. Les sous-marins sortaient, étaient très agressifs avec le petit bateau aussi. C'était la guerre, là-bas. Oui, c'était la guerre. Ça fait que nous autres, on allait pour lui montrer qu'on était là, puis en étant là, bien, il restait plus au port. Ça fait que c'était plus la présence du fait d'être là. Et puis, plus tard dans ma carrière, en 2011, j'ai déployé à partir de Naples. On était à peu près en tout et partout pendant le 7-8 mois que l'opération a duré. C'est l'opération Apollo. C'était une restriction des Nations unies du niveau 5 qui dit qu'on n'avait pas le droit, aucun bateau avait le droit d'aller au Libye parce que M. Kadhafi faisait des choses inhumaines. Avec son monde, puis il tuait ses propres gens. Puis on est allé là, on a dépensé beaucoup d'essence, on a dépensé beaucoup de bombes, 500 livres, 1000 livres, 2000 livres avec des F-18.
pour mettre sur les cibles militaires et ainsi de suite, pour contrôler son régime. On a même tiré des bombes sur son bateau. On a totalement fini sa marine. Il n'y avait aucune marine, il n'y avait aucun aéroport. Fait qu'il était vraiment pogné à l'intérieur. Puis l'interdiction d'amener des cargos, de l'essence, des ammunitions, des choses du genre. C'était fait à partir d'avions canadiens, puis des forces des Nations Unies, à partir de l'Italie. En tout et partout, on était à peu près 2000 Canadiens qui est passé là. J'étais l'adjudant-chef du task force au complet. Ah oui. J'avais des gens partout. Je me suis occupé, la job d'un général, c'est de s'occuper de la guerre, du budget, des choses du genre. Puis, point de vue de l'adjudant-chef, le bras droit du général, c'est tout simplement de prendre soin du monde, prendre soin des gens, s'assurer que les quartiers soient corrects, que les gens soient capables de se reposer, soient capables de se distraire, être capables de fonctionner, puis avoir tout le support mental et physique. C'était international, c'était avec le Canada et d'autres pays? Oui, avec tous les pays des Nations Unies. Vous êtes revenu au Canada? Oui. Vous avez continué? Vous étiez dans différentes bases. Vous êtes revenu dans le même métier? Ou... À ce moment-là, moi, j'étais le disciplinaire senior de la 16e escadre à Borden. Borden, c'est le berceau de l'aviation. C'est là qu'on fait tout l'entraînement des métiers techniques. Tous les mécanos, mécaniciens, électroniciens, mécaniciens de moteurs, mécaniciens de cellules, la structure de l'avion. Mais j'étais le disciplinaire senior à Borden et puis j'ai terminé ma carrière un petit peu comme un conseil scolaire, si vous voulez, à la 2e division aérienne du Canada, qui fait partie vraiment de toutes les écoles militaires. Dans l'aviation, il y a pratiquement 2 gros départements. Il y a l'opération et puis il y a l'éducation et l'entraînement. Puis j'étais l'adjudant-chef de l'éducation et de l'entraînement. M. Tremblay, toute une carrière, vous faites quoi, là? Là, j'essaie de jouer au golf 4 à 5 fois par semaine. C'est la première chose. C'est sûr et certain qu'après une carrière comme ça, il y a beaucoup de choses dans notre tête. On a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de pays. Je vous ai parlé des endroits qui étaient quand même assez sombres. Mais il faut être honnête, il y a eu des parties que je peux dire que je suis allé en Australie, je suis allé en Nouvelle-Zélande, je suis allé à Hawaï, je pense 35 fois. Tu sais, j'ai voyagé beaucoup, j'ai vu l'Europe une quarantaine de fois, si c'est pas 50. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de pays. Puis avec les réseaux sociaux, on reste connecté avec nos amis d'un petit peu partout. Monsieur Tremblay, merci infiniment pour ce que vous avez fait pour le Canada. Et merci d'être avec nous ce matin et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci bien.